Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire organisé dans le cadre des Mématos du CREPS de Montpellier. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de François Bouchard, qui est lui-même sur une autre visio, directeur du CREPS. Je rappellerai quelques points techniques. Il faut couper vos micros. Sachez que le replay sera possible si vous devez nous quitter en cours de route. Et vous pouvez poser des questions via le chat. Encore plus que la fois dernière, nous traiterons ces questions en live. Donc, avant de présenter tout le monde, un petit résumé de ce que nous allons faire. Je me présente, Pierre Salamé, ancien responsable sportif du service haut niveau du CREPS et ancien entraîneur national de canoë-kayak de slalom. J'ai créé il y a quelques années et je coordonne la collection psychologie des Mématos du CREPS. Ces mématos sont issus d'un atelier collaboratif perpétuel composé d'entraîneurs et de psychologues qui sont pour la plupart aujourd'hui réunis autour de cette table. La ligne éditoriale de ces mématos, c'est de rendre accessible la préparation mentale auprès des sportifs et des entraîneurs. Les mématos sont faciles à lire, à comprendre, et nous nous appuyons systématiquement sur des cas pratiques pour illustrer les notions théoriques. Donc, l'idée, c'est de dédramatiser et d'encourager l'utilisation de la préparation mentale auprès des entraîneurs et des sportifs. Nous avons une dizaine d'ouvrages déjà qui ont été écrits par Nous avons des mématos qui traitent la concentration, des mématos qui traitent la motivation, et depuis 3 ans, il y a 5 mématos qui traitent de la communication. Nous allons nous appuyer là pour cette soirée sur le tome 5 qui en fait s'adresse au groupe et la communication interpersonnelle en situation de groupe. Et donc, pour ce faire, nous allons nous pencher sur les 2 derniers chapitres du tome 5, pour ceux qui les ont lus, où nous penchons sur l'intervention individuelle de l'entraîneur en situation groupale, c'est-à-dire lorsqu'il a son groupe de sportifs en face de lui, où il fait une intervention individuelle. Et nous allons voir dans un milieu de sport collectif et dans un milieu de sport individuel. Donc, vous avez vu le teaser qui présentait ça. Nous allons présenter les intervenants de cette soirée. Julie. Bonsoir, Julie Jean, psychologue du sport. Bonsoir, c'est Laurent Bu. Ex-coordinateur de pôle et maintenant coordonnateur de formation de DGATS. Bonsoir, Fabien Cadet, coordinateur du pôle espoir de Carnon, voile et coach. Moi, donc Olivier Lerouge, formateur au CREPS de Montpellier et en charge du pôle numérique, qui a gravité dans le monde de la voile pendant un moment. À moi. Bonsoir, Bertrand Valsin, entraîneur national d'athlétisme spécialisé dans l'heptathlon et le décathlon. Bonsoir, Nassim Benhamida, conseiller technique national auprès de la Fédération de baseball et softball, entraîneur national en baseball féminin et baseball 5, également en charge de la formation. Bonsoir, Jocelyn Tillon, CTN auprès de la Fédération française de volleyball et entraîneur au Pôle France Volleyball au CREPS de Montpellier. Bonsoir, je suis Philippe Salas, psychologue et préparateur mental au sein du CREPS de Montpellier. Très bien. Donc, nous allons commencer par l'évocation d'un premier cas. Magali. Ah oui. Bonsoir. Magali, pardon. Excusez-moi. Oui. Magali. Bonsoir à tous. Magali Potier, athlète haut niveau en BMX freestyle et ancienne rideuse en BMX race. Merci Magali, excuse-moi de t'avoir oublié. Tu peux intervenir à n'importe quel moment. Donc, nous allons commencer par le cas de baseball, donc cas de sport co, et c'est la scène qui va prendre la suite. C'est parti.
J'ai deux diapositives à vous montrer. J'ai deux diapositives à vous montrer par rapport déjà à ma discipline, qui est très connue en France. Donc, on va passer beaucoup de temps. Donc alors, rapidement sur la logique interne du baseball, hein, pour que ce soit un petit peu plus clair tout à l'heure dans mes propos. Donc, discipline sportive à la fois collective et individuelle. Deux équipes qui s'affrontent, une sur le terrain avec un gant notamment, et une en attaque avec la batte. Donc, le but du jeu pour les attaquants, de frapper la balle lancée par le lanceur adverse dans l'équipe défensive, essayer d'atteindre des bases, un circuit, un carré permet donc de marquer un point en faisant le tour complet. Et l'équipe en défense, par contre, doit éliminer 3 attaquants dans la manche pour passer à son tour en attaque. Voilà, l'équipe qui marque le plus de points gagne le match. Donc voilà pourquoi à la fois sport collectif et individuel, côté collectif, défensif, mettre en place des stratégies pour éliminer ces fameux attaquants, et les attaquants qui passent à tour de rôle à la batte pour affronter le lanceur adverse et ensuite parcourir les bases et progresser au fur et à mesure. Voilà, sur la deuxième diapositive, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du rôle du coach, en fait, des coachs. On a le manager de l'équipe, on peut avoir des coachs assistants autour de lui et on a des coachs également qui sont positionnés sur le terrain, au bord du terrain, à l'extérieur en particulier. Et c'est des coachs qui vont gérer, on va dire, ou accompagner les attaquants dans les phases offensives, qui vont mettre en place les stratégies offensives et guider les coureurs sur les bases, notamment. Ils sont très, très importants à ce niveau-là. On les voit, les petits personnages bleus sur les côtés, coach de 3e base et coach de 1re base, orientés par rapport au terrain. Donc, quand on parle de positionnement, donc, ils ont un positionnement bien réglementaire dans un rectangle qui est tracé au sol. Et à partir de là, en fonction de la situation, ils vont donner des indications, donc, soit aux frappeurs uniquement, soit aux frappeurs et aux coureurs sur les bases pour les orienter ou en tout cas les guider dans les stratégies travaillées à l'entraînement. Ça peut être de frapper, de laisser passer la balle, d'amortir la balle, de courir pour atteindre une base supplémentaire ou lors d'une frappe, de continuer à courir alors que le coureur lui ne voit pas l'action défensive. Donc ça lui permet aussi d'avoir des indications sur ce qu'il a à faire. On le voit peut-être dans l'animation, je ne sais pas si vous la voyez, tout en bas, on a le coach qui est entouré, donc le coach de 3e base qui est bien à l'extérieur, et qui là donne une indication au coureur qui arrive vers lui. Il évite, bien évidemment, mais on voit bien que l'indication qui est donnée, c'est de s'arrêter, hein, et le coureur fait autrement, c'est-à-dire qu'il continue, lui, sa course, il ne va pas prendre de la consigne, donc il continue. Ça va être important tout à l'heure dans mon cas que je l'ai détaillé. On voit un petit peu aussi sur la droite, voilà, il est en action avec des gestes, hein, il utilise pas mal de gestes. On voit au-dessus au niveau de la communication. Ça, c'est avant l'action. Les petits signes qu'on voit au niveau de la casquette, des oreilles, voire des bras. C'est toute une série de combinaisons de signaux qui donnent aux frappeurs, bien évidemment, travailler en amont à l'entraînement. Et le frappeur, avec ses combinaisons, capable de savoir ce qu'il a à faire ou ne pas faire si éventuellement on lui demande de laisser passer la balle. Voilà. En gros, le rôle des coachs de baseball sur le terrain. Voilà, et donc ils sont partie prenante vraiment des actions offensives essentiellement. Okay. Donc, je vais continuer sur le cas que je vous ai exposé. Et par rapport au contexte, alors on se remet en arrière de quelques années, allez, je dirais une bonne vingtaine d'années, fin des années 90. Donc je suis nouvellement nommé entraîneur assistant de l'équipe de France junior des moins de 18 ans. Donc, championnat d'Europe qui se déroule en République tchèque. Tournoi, il faut savoir qu'en baseball, ces championnats d'Europe ou championnats du monde se déroulent sur entre 10 et 15 jours environ, en fonction du nombre d'équipes. On a un rythme assez soutenu. Et donc, le planning là, de l'équipe de France, en l'occurrence, démarre avec justement le pays hôte, donc la République tchèque, dans notre premier match. Et là, il faut dire que voilà, je n'ai pas énormément d'expérience en tant que coach national. Par contre,
je suis en pleine carrière sportive, donc je suis également membre de l'équipe de France senior. J'ai dire la double casquette de joueur de mon côté et puis jeune entraîneur au niveau international. Désolé, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Ok, bon, ça va de mon côté. Donc, dans mon rôle particulièrement, je suis en charge de la partie offensive. Donc, ce que vous avez vu tout à l'heure dans le schéma, je fais partie des 2 coachs, notamment du coach de 3e base, avec cette responsabilité d'animer le jeu offensif, voilà, et de mettre en place les stratégies sur le plan offensif. Ça, c'est très important pour la suite. Donc, comment ça se passe au niveau de l'action? Donc, la veille du match contre la République tchèque, on a une réunion au niveau du collectif avec le manager, avec l'ensemble du staff et tous les joueurs, et on fait le point on prépare le match le lendemain, on fait le point sur les forces et faiblesses de l'équipe adverse. Donc, on a une analyse vidéo qui est faite si on a quelques images de l'adversaire, et on présume que le lanceur qui va nous affronter le lendemain, c'est un lanceur qu'on connaît déjà, on a quelques informations à son sujet, et donc je précise que c'est fort probable, si c'est ce lanceur-là qui nous affronte, qu'il va falloir être patient à la batte, parce qu'on sait déjà qu'en début de match, il a des problèmes de précision, de régularité dans ses lancers face à nos frappeurs. Donc la réunion se passe très bien, les joueurs comprennent le message. Le lendemain, sur le terrain, la préparation se fait normalement, l'échauffement, et on attaque donc le début du match. Début du match, je rassemble le collectif. Je leur dis, par rapport à ce qu'on a vu hier, en effet, c'est bien le lanceur tchèque qu'on a analysé, qu'on va rencontrer aujourd'hui. Donc, ma consigne est très claire. Si je vous, dans les signaux que je vais vous donner, je vous montre mon index pointé vers le bas, ce signal signifie qu'il faut absolument laisser passer la balle. Voilà, le prochain lancer qui arrive, il faut absolument le laisser passer, c'est important. Début de match, situation offensive pour nous, on commence à la batte. Et donc, on est en réussite puisqu'on met 2 coureurs sur les bases. Donc, le frappeur ensuite suivant arrive. Et donc, je décide de lui faire une séquence de signaux et je lui indique de laisser passer le prochain lancer en estimant que le lanceur, là, avec déjà nos premiers frappeurs, était déjà en difficulté. C'est grâce à son manque de précision que mes frappeurs ont pu atteindre les bases. Ça, c'est très important. Ça, on l'analyse assez facilement. C'est mieux normalement à marquer pour nous. Et ce qui fait que, pour nous, d'un point de vue stratégique, je prends la décision de demander à mon frappeur de laisser passer ce lancer-là, en disant, voilà, s'il y a encore des problèmes de précision, mon frappeur numéro 4, donc Rémi en l'occurrence, va lui permettre d'arriver sur les bases et ensuite, on va pouvoir très certainement marquer des points très, très rapidement dans le match. Ça, c'est très important pour la suite de prendre l'ascendant très vite. Je donne ma séquence. Rémi répond. Pourquoi il a bien enregistré avec son petit signal. Il se met à la batte et qu'est-ce qui se passe? Il frappe le lancer qui arrive. Magnifique. Donc, il frappe la balle. Il se fait éliminer. Il fait éliminer un de ses coéquipiers. On ne marque pas de points dans cette manche-là. Donc, tout ce qu'on avait mis en place, là, ça ne se produit pas du tout. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis hors de moi. La manche se termine. Cette manche-là en attaque. On retourne sur le banc des joueurs. Et je suis complètement hors de moi. Donc, je suis énervé. Je prends le collectif avant de reprendre la phase défensive, avant qu'il retourne sur le terrain. Et là, donc j'explose. Voilà, je dis que je suis vraiment pas content du comportement de Rémi. Ses problèmes de comportement se ressentent encore aujourd'hui et que à cause de cette erreur grave, peut nous faire perdre le match. C'est inadmissible. Et donc voilà, donc je suis vraiment voilà, j'ai une charge émotionnelle importante à ce moment-là, complètement défocalisé par rapport au match à la suite, puisqu'ensuite on a d'autres phases d'attaque qui reviennent derrière, et je me remémore encore cette action. C'est-à-dire que je me redis, voilà, Rémi nous a fait ci, à cause de lui, on est en train de perdre le match, et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que je suis focalisé sur cette idée-là, cette action négative,
Et finalement, je perds un petit peu mes moyens je perds les stratégies qu'on devait mettre en place. La motivation baisse, la motivation du collectif baisse rapidement, ça je le ressens. Voilà, difficulté avec mon staff et la communauté. Et finalement, voilà, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que l'équipe est complètement désorganisée et on perd le match assez facilement, le match d'ouverture. Impact assez important pour la suite, puisqu'on visait honnêtement le podium à ce moment-là et on termine 7e. Donc, je pense avec le recul que ça a eu un impact important sur la compétition. Voilà. Par rapport à ça, donc j'ai maintenant avec du recul ce que je peux dire en termes de recommandations aujourd'hui, c'est déjà, à mon avis, il faut bien connaître ses joueurs. Bien connaître ses joueurs dans tous les compartiments du jeu. On parle de l'aspect mental aujourd'hui, mais justement l'aspect technique, j'allais dire, sur ces joueurs, sur ce qu'ils sont capables de faire ou pas dans ce genre de situation. Par rapport à leur trait de personnalité et de leurs envies, de ce qui les anime, peut-être que si j'avais eu un peu plus d'informations profondes sur Rémi, peut-être que je me serais dit, ben voilà, là, lui, c'est le genre de joueur qui a envie de frapper, quoi. Et part très vite, donc je vais peut-être le laisser s'exprimer et tenter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que maintenant, moi, avec l'expérience, je me dis, c'est le premier match du championnat d'Europe, c'est la première manche. Est-ce que ça a vraiment une importance? Est-ce que ça a vraiment un impact sur la suite? Et je me dis, voilà, il se passe ce qui se passe. On aurait pu largement revenir dans le match un peu plus tard si j'avais pris un peu de recul, de calme, revenir sur moi et me focaliser vite, rapidement, me remettre en fait dans l'action d'après. C'est-à-dire m'occuper du frappeur suivant, de motiver mon équipe pour marquer des points et revenir au score et continuer à les motiver, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, aujourd'hui, je le vois et je le fais différemment. Et puis, j'exploite, j'allais dire, cette situation négative en un point fort. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça m'est arrivé de nombreuses fois, ce genre de situation. Aujourd'hui, le joueur, je ne lui dis rien sur le moment. Il revient sur le banc, il sait déjà qu'il a fait une erreur. Okay, là, je mets en place un petit entretien avec un coach assistant qui est sur le banc, très rapide, un petit débrief rapide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait la première, etc. Est-ce que tu aurais pu faire différemment? Voilà, allez, c'est rien, il n'y a pas de souci. Tu retournes en défense, tu es à fond. On a besoin de toi avec tes qualités. Okay, donc, la prochaine fois que tu passes à la batte, on y va. Tu le fais comme tu le sens, il n'y a pas de problème là-dessus, on va revenir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on met en place aujourd'hui et qui fonctionne plutôt bien. On a des bons résultats là-dessus. Je rappelle que c'est une catégorie jeune, hein, donc moins de 18 ans. On sait un petit peu comment ça se passe. Donc là, on les recadre assez facilement là-dessus, mais la différence avec 20-25 ans en arrière, c'est que là, on positive très rapidement et on passe à autre chose. Quoi. Voilà. Match de baseball, il faut savoir, ça peut durer entre 3h30 et 5h. Imaginez, quoi, si on prend la tête, entre guillemets, un joueur au début de match, qu'est-ce qui va se passer pendant les 4 heures suivantes. Voilà. Donc voilà, globalement, hein, c'est les 2-3 points clés, les 2-3 recommandations que je pourrais faire aujourd'hui avec de l'expérience sur des jeunes coachs qui vivraient cette situation identique. Avant de démarrer avec les quelques questions qu'il y avait sur le chat, j'en avais une directement quand tu as évoqué justement les jeunes comprennent le message. La première chose que tu as dit sur la stratégie, puisque tu as envoyé une consigne qui était là, du coup, on laisse passer la balle, puisque tu avais fait une analyse du batteur. Et puis, qu'est-ce qui te permet de dire que tous ont compris le message, et y compris Rémi, et quels étaient les signaux pour que tu te dises ils ont compris le message? Et qu'est-ce qu'on pourrait donner, qu'est-ce que vous faites, chacun de vous, par exemple, là, dans les sports co, pour vérifier, lorsque vous donnez un message de ce type à une équipe, que l'ensemble a bien compris le message, y compris Rémi? Alors, il y a deux choses. Il y a le message, le contenu du message et la manière dont on le transmet. C'est-à-dire que nous, on s'assure, on questionne, on va dire, les joueurs. On dit, qu'est-ce que ça veut dire pour vous laisser passer la balle, laisser passer la première? Alors, la plupart répondent, connaissent,
apparaissent à l'entraînement déjà, ou sur des structures de haut niveau, donc ils connaissent. Ils disent, bon, ben, je fais la batte, je réponds parce qu'avec mon petit signe sur la casquette, moi, j'ai bien compris, et là, ben, je laisse passer tout simplement. D'accord? Différentes manières de laisser passer la balle. Et la deuxième information, c'est la transmission de ce message par signaux. Ça, je l'ai montré tout à l'heure. Donc, le signal de l'index, on leur demande, en fait, on leur fait une petite révision, c'est à eux de nous donner des combinaisons de signaux en fait, qui correspondent à une stratégie demandée, notamment celle-là. Donc, au hasard, dit, bon, ben voilà, Paul, tu peux me rappeler le signal de laisser passer la balle? Ah, c'est l'index en bas. OK, c'est bon pour tout le monde. Voilà, ça, c'est une manière de faire. Est-ce qu'en volley, il y a quelque chose qui est similaire? On peut trouver des choses parallèles? De manière équivalente, là, comme l'expliquait la scène, la façon de se préparer avec son groupe et de s'entraîner à aborder ensuite les rencontres est déterminante et capitale. Nous, on appelle ça les plans de jeu. Les veilles de match, on fait des réunions avec des vidéos et on soumet des plans de jeu aux joueurs. Et évidemment, le plan de jeu qu'on soumet aux joueurs doit proposer aux joueurs des stratégies qui sont connues et auxquelles ils sont capables de répondre. Et donc là, on en revient aussi à la capacité de l'entraîneur à être un émetteur qui correspond au niveau de réception de ses propres joueurs. Donc, il faut bien se mettre à leur niveau. Ça, c'est fondamental. Et les capacités des joueurs à verbaliser, comme tu l'as exprimé quand il est revenu, sur ce qu'il a pu faire et pourquoi il l'a fait, de manière ensuite, et ça, je suis complètement d'accord avec toi, à switcher sur l'élément qui va suivre et à rester positif pour la suite de la compétition et du match. Donc, il y a des vrais parallèles au niveau des sports collectifs sur la préparation des rencontres. Il y avait donc une question sur le chat, et n'hésitez pas, bien évidemment, ceux qui sont avec nous, sur comment justement promouvoir le collectif et non l'individualisme, ce qui s'est passé un peu, puisque du coup, tu dis ça fait perdre l'équipe et tu n'acceptais pas du coup ce comportement, puisqu'il met en péril l'équipe. Et donc, dans un sport collectif en particulier, comment vous faites ça, promouvoir le collectif et non justement ces décisions individuelles qui peuvent avoir un vrai impact? Moi, si je peux répondre, nous, finalement, on évite justement de mettre en avant un joueur qui a fait une erreur, même une action, j'allais dire, positive. On peut en parler en débrief, si tu veux, à la fin, mais globalement, sur l'action, voilà, on essaie de transformer cette action pour qu'il y ait un résultat derrière collectif. Voilà, et participer, le relais, c'est bien exécuté. Okay, donc ça, on est en place. Voilà. On parle toujours de l'équipe. Quelle incidence individuelle ça sur vraiment sur le collectif. Oui, je voulais réagir presque à l'inverse, valoriser le collectif, mais aussi comment tu peux aussi valoriser l'individu dans une consigne dite collective qui peut permettre à un individu de s'exprimer. Justement, le batteur un peu expert qui sent le coup, qui dit là, c'est peut-être pas le moment de respecter la consigne et prendre une initiative. Donc, lui, un individu peut entendre une consigne différente. Je vais dire, nous, ça dépend vraiment de la personnalité, je pense, du joueur. Et là, l'âge, en l'occurrence, c'est très délicat avec des publics jeunes, là, des moins de 18, l'adolescence. Tout de suite, là, ça prend une autre tournure, quoi. Si tu mets en avant, on le fait, hein. Après, il y a des joueurs qui le reçoivent mieux, on va dire. Certains ont une personnalité qui fait qu'ils ont besoin de ça pour se mettre en avant. Donc, on fait attention par rapport à ça, au message. Chez les seniors, on a moins ce problème-là, donc on arrive à sortir justement l'action individuelle qui va nous servir après sur le collectif. Donc, on le met aussi en avant quand c'est nécessaire. En cours de match, c'est un peu plus délicat. Et, ça peut arriver pour un frappeur notamment qui a une liberté et que finalement, sur sa frappe, il fait rentrer du moins 52 points. Là, forcément, on en parle. C'est un peu plus discret. On n'est pas sur une réunion collective, tu vois. On est sur le banc, c'est pour ça que le coach, ça aide vraiment le passage de messages comme ça. Oui, et puis surtout, aussi, c'est ne pas oublier de féliciter le joueur et de lui dire là, tu as bien joué pour l'équipe. Par exemple, au volleyball, on a des systèmes où les contreurs vont bloquer une zone pour empêcher un attaquant d'aller dans une zone préférentielle et permettre aux défenseurs à l'extérieur de ces zones qui sont couvertes de pouvoir défendre. Et le bon placement du contreur qui ne toucherait pas la balle peut permettre à l'équipe de bien jouer.
et de signifier à ce moment-là à son contraire, tu as bien joué, tu as permis à ton collègue et à ton partenaire de défendre la balle et donc d'être dans la stratégie collective, le souligner, c'est aussi leur dire oui, là tu joues pour l'équipe. Et ce que tu as fait, c'est bien, même si tu ne touches pas la balle. Donc la question était ciblée sur les enfants. Donc moi, je veux bien partager, mais c'est vrai que, par exemple, sur le collectif, ce qu'on peut dire aussi, c'est très utilisé, par exemple, sur les stages cohésion, où le but étant que chacun prenne sa place, que tout le monde prenne conscience que tout le monde est important dans le groupe, pour le groupe. Et donc, c'est ça la construction, finalement, qu'il faut réussir à faire, que ce soit chez des enfants, chez des ados, chez des grands. On retrouve ces stages de cohésion à tous les niveaux, avant des compétitions très importantes à tous les degrés, finalement, et que ce soit d'ailleurs des sports individuels où c'est le collectif qui se déplace, comme une équipe de judo, où ils ont envie de créer un vrai groupe France avant le championnat du monde. Ils créent ce stage pour bien qu'il y ait cette cohésion qui apparaisse. Peut-être qu'une des bases données à ça, c'est justement donner de l'importance à chacun, de la place à chacun de s'exprimer et l'importance, effectivement, de chacun. Et donc, ça serait une base pour répondre à la question pour la personne qui l'a posée par rapport à l'intervention auprès d'enfants. Pour moi, ce serait ça, trouver des jeux qui permettent à chacun de trouver sa place. Ça pourrait être une des solutions. Est-ce que, Magali, en tant que sportif de haut niveau, est-ce que tu as déjà été dans cette situation de ne pas suivre la consigne qui a été donnée ou de ne pas la suivre involontairement ou volontairement? Est-ce que tu as un vécu par rapport à ce genre de... Alors, en fait, dans les sports individuels, c'est un peu différent. Moi, j'aime avoir ma propre stratégie et ensuite de m'appuyer sur l'entraîneur comme s'il avait, c'était mes deux yeux extérieurs, en fait. Donc, j'ai les miens et puis quand j'ai un doute, je fais appel à l'entraîneur. Et après, en fait, je pense que ça dépend des personnalités. Et puis, ça dépend aussi de l'expérience que tu as avec l'entraîneur, la relation entraîneur-entraîné qui se construit au fur et à mesure. Et moi, quand j'étais en race, où j'ai fait 10 années de race de haut niveau, avec l'entraîneur que j'avais, en un regard, on se comprenait en fait. On arrivait vraiment à communiquer de manière visuelle. C'était assez simple. Et puis pour moi qui analyse beaucoup la situation, la compétition, c'est vrai que c'était facile en un regard de se comprendre. Après, il y a par la parole dans les temps morts, mais c'est vrai que le côté visuel était plus simple pour moi. Et puis après, en freestyle, c'est différent. Enfin, ça se rejoint. Mais là, on a le choix de faire son run, de faire vraiment ce qu'on veut. Donc, en amont, avec l'entraîneur, je propose mon run, qui ensuite, l'entraîneur ajoute les détails en termes de stratégie pour faire au mieux et séduire les juges, entre guillemets. Et ensuite, on a 2 runs de 1 minute. Et entre les 2 runs, il y a à peu près 6 minutes. Et vu que moi, j'aime vraiment être dans l'action et éviter de penser à autre chose quand je suis dans l'action, et ben, dans les temps de repos, j'ai vraiment envie de me reposer. Mais s'il y a vraiment une chose, un détail qui est pertinent, il y a l'entraîneur qui va communiquer avec moi. Et soit il vient au bord du parc et il me dit la consigne et que moi, il me dit un conseil, en fait. Soit je le prends, soit je ne le prends pas. Mais généralement, c'est un bon conseil. Si on peut résumer, notamment sur ce que tu vivais en race, la connaissance mutuelle est hyper importante puisque vous arrivez à communiquer sur un regard, sur un geste. Et ça, je pense que c'est un dénominateur commun pour le haut niveau, puisque souvent les entraîneurs ont passé de nombreuses années à entraîner le sportif et il y a une connaissance profonde. Alors, non seulement le langage non verbal, mais aussi une connaissance du profil, une connaissance de à quel moment il faut intervenir, comme tu disais, même en race, en freestyle. Et ça, je crois que c'est une caractéristique. Alors, c'est vrai que chez les jeunes, on connaît moins, puisqu'on passe moins de temps avec eux et puis on en a plus. Au haut niveau, on passe plus de temps et en plus avec moins d'athlètes. Donc, ça permet de pousser beaucoup plus loin la relation et la compréhension mutuelle. Oui, ce qui rejoint ce qui a été dit et exprimé sur le chat, qu'il y a bien au préalable des règles fixées, partagées, il y a un travail qui est fait au préalable. Et donc, du coup, ça ne règle pas tout, c'est ce qui est évoqué. Et puis, il y a une notion aussi de question qui ramène, est-ce que ça ne dépend pas du style du management du coach?
dans sa façon de faire, directif ou collaboratif? Ouais, je voulais juste dire un truc. J'ai eu aussi un autre entraîneur en race et c'était sur la fin de ma carrière en race. Et au tout départ, j'avais vraiment du mal à communiquer avec lui. Il me disait une consigne et je la comprenais différemment. Et donc, j'ai fait un travail de préparation en préparation mentale avec, moi, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, on avait travaillé sur la relation entraîneur-entraîné. Et pour que ça marche, on a défini notre type de personnalité. Donc, le mien et le sien. Et après, on a vu ce qui était différent, introverti, extraverti et toutes ces choses-là, en fait, qui amélioraient la communication au fur et à mesure après. D'accord, c'est-à-dire que là, tu as même, vous avez volontairement fait un travail sur vous-même et de compréhension mutuelle pour voir les atomes crochus et les atomes non crochus que vous aviez sur lesquels vous correspondez. Ça, c'est vraiment très intéressant, hein, de prendre ce temps pour mieux être efficace au moment opportun, notamment dans les moments à haute pression, au moment de compétition. Oui, Philippe. Ouais, je voudrais dire deux choses. Tout à l'heure, Marcel, quand tu as présenté le cas, tu as parlé initialement comment Rémi, je crois, oui, le frappeur. Rémi, ne t'avait pas écouté. Et puis ensuite, tu vas parler maintenant 20 ans après, et en fait, il a fait une erreur. Ce qui n'est pas la même chose, parce que s'il ne t'a pas écouté, c'est qu'il ne respecte pas la consigne du coach. Alors que là, tu considères après que c'était juste une erreur de sa part. Et en effet, en fonction des styles de management, il y a des fois, je dis ça dans les sports pro, où la consigne qui est donnée, c'est là, il faut la respecter, parce que c'est un mouvement qui va être fait. Et là, ça ne prête pas à interprétation. Donc, il me semble aussi que le coach, en fonction de comment il va s'exprimer, comment il va affirmer ce qu'il faut faire, et ça va aussi donner une direction à savoir si le sportif il peut l'interpréter ou s'il ne peut pas l'interpréter. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la question sur les enfants. Et d'un point de vue psychologique, dans la construction des enfants, les enfants ils ne sont pas équipés quand ils sont tout jeunes pour être dans la collaboration. D'ailleurs, on le voit bien dans les garderies, les enfants ils sont ensemble, mais ils ne jouent pas ensemble. Donc ils sont ensemble et chacun fait un truc à l'intérieur du groupe. Ce qui veut dire que les enfants, pour les amener à collaborer, quand ils sont plus petits, bon là c'est l'extrême de la garderie, il y a des moments où ils ne peuvent pas, ils ne sont pas encore structurés pour. Donc en effet, tu disais Fabien de bien les valoriser dans leur rôle, mais faut-il encore qu'ils puissent arriver à se le représenter. Et c'est pour ça qu'en gros, en dessous de 10 ans, ce n'est pas si simple de faire en sorte que les enfants collaborent dans des sports. Je vais réagir. Je me pose la question, est-ce que le fait qu'il n'ait pas écouté le coaching, ça t'a plus touché personnellement ou est-ce que ça t'a plus énervé parce que ça a impacté la performance? Donc, j'imagine que voilà, ça touche aussi le coach, dire mais il n'écoute pas lui. Et comment on peut gérer ces situations-là? C'est une bonne question. Si, mais je pense que mon ego, à mon avis, a pris un coup à cette époque-là. Et en plus de ça, parce que jeune entraîneur, je me mets assistant, tu vois, numéro 2 de l'équipe du staff. Donc, j'ai quand même une responsabilité, tu vois. Je fais partie j'étais joueur en plus à l'époque, l'équipe senior. Je me dis, mais un gamin de 18 ans, là, il ne m'écoute pas, moi. C'est pas possible. Et, parce que moi, en plus, je n'avais pas cette conception-là en tant que joueur. J'étais vraiment tous mes coachs, j'ai exécuté à fond. J'avais un peu de marge de manœuvre, de liberté. Voilà, j'ai acquis. Et là, je me dis, ce gamin-là, en plus, c'était doué. Et quatrième frappeur correspond à peu près à l'attaquant, l'avant-centre en foot-là, qui marque des buts. On a confiance en ce joueur-là. Et donc, ça m'atteint, je pense, personnellement sur le moment. C'est pour ça que l'émotion, à mon avis, est sortie de là. Et après coup, je me suis dit, pendant que c'est le détriment de l'équipe, et là, c'est pas bon pour la suite du match. Je pense en deuxième. Et du coup, comment contrôler, peut-être maintenant avec 20 ans de plus, contrôler ses émotions dans ce cadre-là? Comment tu travailles dessus? Comment? Alors, ça se travaille, je pense que en termes de prépa mentale, on a une prépa mentale sur le staff qui travaille avec nous, joueurs, mais aussi le staff, les entraîneurs, et justement sur leurs émotions. Mais c'est vraiment l'expérience. Aujourd'hui, je relativise vraiment sur même l'importance de match en championnat d'Europe. Mais alors, est-ce que ça va changer? Tu vois, on perd un point ou 2 points dans les premières manches, qui manque 3 lancers sur son abat. Ça n'a pas vraiment
Donc, je relativise pas mal aujourd'hui. Et puis, on a des clés aussi. On a des clés, on en a parlé au début, que je n'avais pas à ce moment-là. Et puis, il y aura d'autres matchs après. Exactement. Et puis, ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est aussi, je trouve, la bonne connaissance que le coach doit avoir de ses athlètes et de leur caractère. Et, on peut avoir dans un groupe, dans une équipe de volley, des créatifs. On connaît tous un peu Erwin, Capet, au volley, je ne sais pas si vous avez des images, on invente même des gestes pour gagner des points. Et il y a des joueurs qui sont beaucoup plus dans le collectif, dans le travail, dans un peu le joueur du fond de terrain là, qui va tout faire pour l'équipe. Mais ces joueurs-là, ces créatifs, est-ce qu'il faut les brider pour à tout prix qu'ils respectent ce que tu veux qu'ils fassent parce que soit c'est ton ego, soit parce que tu en es persuadé, etc. Ou alors aussi être capable de leur laisser la liberté parce que finalement, leur expression à la fin, c'est peut-être ça qui va apporter le point déterminant et qui va faire que tu vas gagner les choses. Moi, je trouve que le coach, à un moment donné, la gestion de ces individus-là, oui, il faut les laisser faire. Et la façon de leur parler, c'est de leur rappeler que dans leur boîte à outils individuelle et collective, ils peuvent aller chercher des choses qui vous permettent aussi à l'équipe de gagner. Ne pas oublier qu'ils font partie aussi de l'équipe. Et c'est ce savant mélange et dosage qui peut réussir, à mon avis, à un moment donné, à faire la bascule. Et dans ce que dit Yacine, bonne connaissance des joueurs, de bonne connaissance de soi-même en tant qu'entraîneur. Exactement. Pour arriver à se décaler de son ego, de ses émotions. Juste juste pour compléter, c'est vrai qu'en termes de connaissance des joueurs, il y a 20 ans, je les connaissais à peine, puisqu'on les récupérait peut-être une semaine avant en stage de préparation. Difficile de bien connaître chaque joueur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. 80% de l'équipe des moins de 18 ans est partie de notre pôle France. Donc, c'est des jeunes qu'on a au quotidien, le staff qui connaît, c'est le même staff qui part ensuite en équipe nationale. Donc, il y a déjà un relationnel, mais une parfaite connaissance de chacun. Ça change beaucoup. Sylvain, une question? Pas mal de réflexions. Ce n'est pas des questions, c'est des réflexions sur ce qui a été dit. Le mental, c'est la capacité de l'entraîneur à s'adapter. Ça rejoint la question du début, connaître son groupe. Ensuite, lui, avoir la capacité de s'adapter aux différentes situations qui se posent. Il y a eu une petite réflexion aussi sur le fait de ne pas faire une affaire personnelle, justement, des choses qui pouvaient se passer sur le terrain. Une dernière, qui rejoint la créativité. C'est Olivier qui sans créativité, effectivement, il n'y aurait pas le fruit. On trouve ça dans beaucoup de sports. Je rajouterais juste que l'émotion, on reparle d'émotion, mais on est compétiteurs, la plupart, voilà, on fait du haut niveau. Et ça, on le garde en nous, même quand on bascule sur le côté entraîneur. Alors moi, j'ai fait les deux en même temps pendant quelques années, et ce qui n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais dans mon parcours. Mais même après ma fin de carrière sportive, j'avais encore cette adrénaline, cette envie quand j'étais sur le terrain, je me projetais en fait à la place du joueur. Ça, c'est aussi dangereux à mon avis. Et donc, au bout de quelques années, on se sépare de ce côté-là de soi pour vraiment basculer sur l'entraîneur et avec cette prise de recul. Voilà, ça prend quelques années. Je voudrais rajouter c'est un moyen aussi pour le très haut niveau que j'avais trouvé pour en fait, de bien stabiliser les consignes et les codes, c'était de co-construire avec l'athlète. Quand, bien sûr, il faut qu'ils aient un haut niveau. Alors, Magali, tu l'as dit à un moment donné, la co-construction permet de partager les idées et permet de partir sur un dénominateur commun sur lequel on peut s'appuyer puisqu'il a été co-construit et on s'est mis d'accord conjointement. Et c'était une bonne préparation à ce que la consigne soit respectée puisqu'elle a été co-construite et décidée ensemble. Alors, il faut bien entendu que l'athlète, et ça, Philippe, tu me dis que ça corresponde à son niveau de création, à son niveau de compréhension de l'activité. Mais à partir du moment où on arrive à co-construire, pour moi, c'était une clé importante pour que la consigne soit comprise et adaptée et appliquée. D'autres questions avant de conclure sur ce cas parmi nos chats? Non. Écoute, Non, bon, on donne la parole à Julie qui va nous faire une synthèse de ce qui a été dit.
Vous avez bien entendu. Peut-être. Qui sait? On attend une diapo qui devrait arriver, normalement. Elle n'arrive pas. Bon. Excusez-nous. Bon. Yes. Donc, dans cette situation que nous a proposée la scène, ce qui était complexe, c'était de gérer la dynamique de groupe. Donc, ce qu'on remarque sur la dynamique de groupe, c'est que c'est un processus qui est spécifique. On sait aussi qu'il est évolutif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va bouger, qui va progresser, qui va se construire dans le temps. On sait aussi que c'est quelque chose qui est implacable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on est plus de deux, ça se met en route et ça vit, et on ne peut rien y faire. C'est comme ça existe. Et c'est aussi un processus qui peut être positif, mais qui peut aussi être négatif. Donc, en admettant que la cohésion soit à peu près bien menée, la dynamique de groupe, ça va effectivement favoriser l'engagement. On est vraiment capable de se surpasser pour le groupe, de faire des efforts spécifiques s'il y a une bonne cohésion. Et c'est aussi la possibilité de produire de la performance et des performances exceptionnelles en s'appuyant sur ce qu'on appelle maintenant l'intelligence collective, donc à savoir que la somme des parties donne un résultat bien plus élevé quand cette intelligence se met en route. Mais par contre, ça a aussi des effets négatifs, même quand c'est bien mené, c'est-à-dire que la dynamique de groupe, ça détériore de toute façon déjà la responsabilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est plusieurs, la responsabilité se répartit sur l'ensemble du groupe et c'est très difficile pour chacun de bien tenir, on va dire, complètement tenir sa place. Ça altère aussi la bienveillance parce que de toute façon, ça crée une compétition intra-groupe. Ça, c'est vrai dans l'équipe sportive, mais c'est vrai partout. Hein. C'est vrai aussi dans le contexte simplement professionnel. Ça crée la compétition. Et ça altère aussi forcément l'affirmation de soi, puisque le groupe a une vie en lui-même. Il crée des normes, il crée des processus qui vont aller à l'encontre de ce que moi je veux et comment j'arrive à dealer entre ce que moi je veux et ce qui est nécessaire dans le groupe. Alors, ça, du coup, ça a des conséquences sur la manière dont on va entraîner et dont on va communiquer. Et ça suppose pour le coach, et on l'a bien vu dans ce qu'a proposé la scène, de tenir compte à la fois du niveau de communication de groupe et du niveau de communication individuelle. Et en fait, de tout le temps avoir en tête ces deux niveaux et d'intervenir sur ces deux niveaux-là. Dans le cas que propose la scène, ce qu'il a proposé comme remédiation, et donc je l'ai noté parce que je trouve que c'est une remédiation qui fonctionne assez souvent, c'est cette idée de remobiliser l'équipe en situation de prise de parole avec le groupe, donc cette partie-là, et à part le travail de recadrage qui se fait en individuel. Donc là, on est en baseball, il y a beaucoup de coachs, donc on peut vraiment avoir un coach dédié à ça. Toutes les situations s'y prêtent pas. Mais ce choix-là, en général, il fonctionne plutôt bien. C'est quelque chose qui est assez efficient. On peut aussi choisir de recadrer en groupe, hein, mais là, il faut savoir vraiment ce qu'on fait. Il faut vraiment bien connaître les personnes et savoir ce qu'on veut obtenir. Bien sûr que on peut le faire pour obtenir un effet, mais on va dire que globalement, ce fonctionnement, je remobilise en groupe, je recadre en individuel, c'est un truc qui fonctionne plutôt bien pour justement bien gérer ces effets de dynamique de groupe. OK, merci Julie. Donc, nous allons donner la parole à Bertrand pour le cas en sport individuel. Et donc, la parole est à toi. Alors, bonsoir à tous, une nouvelle fois. Donc moi, je suis dans un sport individuel, l'athlétisme. Mais bon, on voit sur cette photo, déjà on a l'habitude, on imagine toujours un face-à-face avec un athlète, mais ça nous arrive souvent, et peut-être encore plus à
l'entraînement, des petites compétitions, d'avoir des moments où on a une multiplication d'individus. Et là, on voit, et cette image, je la trouve assez sympa, où il y a un athlète qui a une position un peu dominante, qui a bien réussi sa course, il y a un autre qui a les mains sur les genoux, qui a loupé, un autre qui a la tête basse. Donc, forcément, des réactions, des personnalités différentes. Et là, le coach, il va devoir parler avec différents athlètes et c'est forcément des situations délicates où, par exemple, avoir un coaching positif, négatif, et aussi s'adapter à la personne. Donc, mon cas va s'orienter dans ce sens-là. Je peux avoir 1000 occasions, j'en ai vécu pas mal de différents, mais pour sortir du milieu de la compétition que la scène a présentée, je vais exposer une situation d'entraînement. Donc, je suis entraîneur au pôle de Montpellier. À Montpellier, depuis 20-30 ans, les meilleurs décathloniens français. Alors, on parlait de garçons là, de décathlon, mais il peut y avoir aussi un leptathlon et ça peut être comparable avec les filles, mais sur ce cas-là, je vais présenter des hommes. Donc, c'est les meilleurs Français qui sont basés sur le pôle de Montpellier. Les Français, et c'est la richesse du décathlon, on a des profils très variés. Le plus basique, c'est les coureurs, sprinteurs, les lanceurs, les endurants. Donc, il y a ces profils-là, mais il y a aussi des profils, ce que j'appelle des profils personnellement, mais on va dire des personnalités très variées. Alors, moi, j'aime parler d'athlètes sensitifs qui sentent les choses. Tout à l'heure, je ressentais ça sur le cas de Magali. Magali, en l'écoutant, j'ai senti une athlète qui était plutôt dans les sensations et qui avait besoin d'exprimer ses sensations. Pour moi, il y a d'autres athlètes, d'autres profils, des athlètes qui ont plus besoin d'être à l'écoute du coach. Le coach doit être davantage directif, donc ce n'est pas le robot, mais l'extrême serait le robot, où le coach dit tu fais ça et tu appliques. Donc, j'ai ce vécu-là où il y a vraiment multiples profils, multiples personnalités. Et voilà, le rôle du coach, je dis souvent, je suis peut-être bipolaire, il faut être capable de varier d'un coaching à un autre, de passer d'une forme d'expression et de répondre à chacun. Donc, dans mon cas, mon étude de cas, le cas que je vais vous présenter, on est à 3 semaines des championnats de France du décathlon. Donc, les athlètes qui s'entraînent ensemble, qui sont soudés, qui profitent l'un de l'autre, et bien là, aujourd'hui, je vais les mettre en opposition, essayer de retrouver des sensations comparables à des compétitions, se mettre en rivalité face à ces partenaires qui deviennent des adversaires. Des situations vraiment importantes en athlétisme pour habituer l'athlète à rester centré sur ce qu'il fait malgré on va dire des parasites, des mouvements extérieurs par d'autres athlètes. Un athlète qui part fort et qui peut perturber son propre départ ou faire un bon départ et paniquer parce que je ne sais pas comment réagir. Donc, c'est des situations très intéressantes pour nous. Et à chaque fois, dans ces phases de confrontation, les athlètes reviennent vers le coach et on retrouve un peu l'image qu'on a devant nous. Les deux athlètes, j'aime bien faire des confrontations par deux, ça me permet d'avoir un peu un œil sur les deux athlètes. Quand ils sont 4-5, on ne voit plus grand-chose. Donc, les deux athlètes reviennent vers moi et arrivent en même temps dans l'attente d'un retour du coach. C'est assez traditionnel en athlétisme. Un athlète fait un passage, un lancer, un saut, une course, et à chaque fois, il y a un besoin de revenir vers l'entraîneur. C'est assez traditionnel, mais ça se fait quasiment à tous les coups. Et dans ce cadre-là, les deux athlètes reviennent vers moi et sont dans l'attente de retour. Et c'est là où on ressent ce que je disais, les profils, les personnalités différentes, où j'ai deux athlètes. Alors, on va pas les nommer, on va dire les Rémi tout à l'heure, on va rester sur un Rémi que je considère sensitif et
un Pierre, ouais, je suis d'accord. Un Pierre qui a besoin de quelque chose de plus direct. Et là, je dois leur donner le retour. Et je vais commencer par Rémi. Je lui dis, vu qu'il est sensitif, je lui dis, alors qu'est-ce que tu as ressenti? Je pose une question plutôt ouverte où j'attends plutôt des réactions de sa part. Si c'est moi qui impose mon retour, ça ne va pas forcément être bien vécu pour lui. Donc, je cherche à ouvrir la question. Qu'est-ce que tu as ressenti sur cette course? Et là, Rémi me répond toujours dans ses sensations. Je suis parti, je me suis un peu précipité. J'ai voulu, voilà, sensation d'aller vouloir trop vite. Et du coup, je me suis redressé. Je n'ai pas pu bien organiser mon départ. Donc, ma façon de lui répondre, encore une fois, quelqu'un de sensitif, il faut que j'essaie d'utiliser ses propres mots. Donc, j'aime bien utiliser des mots qu'il a pu utiliser, qu'il a pu lui-même employer à des entraînements. Et je lui dis, par exemple, rappelle-toi, il y a 2 semaines, tu m'avais dit que quand tu te projetais sur la haie suivante, là, on était sur une situation de haie, quand tu te projettes non pas sur la première haie, mais tu te projettes sur la deuxième haie, tu arrives à mieux construire ta course. Donc, avec Rémi, j'ai profité voilà, de ses propres mots, j'ai joué dans ses sensations pour lui répondre et lui proposer quelque chose. À côté de ça, il y a Pierre qui a entendu mon coaching auprès de Rémi. Et par contre, lui, c'est quelqu'un qui est davantage, voilà, qui a besoin de quelque chose de directif. Alors, c'est souvent, malheureusement, un peu mal vu, mais lui, j'y vais direct. Je ne cherche même pas à savoir ses sensations. Je lui dis directement, ta jambe d'attaque est trop longue à revenir sur l'obstacle, sur la haie. Cherche à l'accélérer davantage comme un bout de fouet pour améliorer ton franchissement. Donc, c'est imposé. Je n'ai presque pas eu son retour. Alors, j'exagère peut-être, mais ça permet de bien se rendre compte du contexte et de la différence que je peux avoir d'un athlète à un autre. Et à ce moment-là, je ressens comme un malaise. En fait, il y a un malaise, mais des 2 parties. Dans le sens où Rémi, le sensitif, il réagit, Marc aussi, mais voilà, je laisse passer la séance et en fin de séance, je reviens vers eux. Je dis que j'ai senti qu'il y avait eu un malaise dans mon coaching. Et là, Rémi, je m'embrouille sur mes prénoms, Rémi, il dit, mais je ne comprends pas, tu es dur avec Pierre, tu es dur, tu es directif, tu lui imposes des choses. Et quant à Pierre, lui, il dit, moi aussi, j'aimerais bien m'exprimer, j'aimerais bien voilà, dire ce que je ressens. Donc, il y a ce malaise-là, dans un sens où le sensitif ne comprend pas que je puisse être directif avec quelqu'un d'autre, et le directif qui, lui, aimerait, voilà, il voit ça positivement, à se dire, moi aussi, j'ai des sensations, je suis capable de les exprimer. Donc là, c'est un moment où je pense que c'est assez important pour nous, et je leur ai expliqué que j'ai voulu leur expliquer ma façon de coacher, qui est vraiment du management à l'individu, dans le sens où j'essaie de m'adapter à chacun, que chacun a besoin d'une façon de communiquer, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait au départ. Donc, ils avaient besoin d'entendre que, déjà dans un premier temps, que le coaching pouvait être différent de l'un à l'autre. Et deuxièmement, j'ai surtout essayé de ne pas dénigrer un profil et un autre. Pour moi, les 2 sont positifs. J'ai eu des athlètes de très haut niveau qui ont été plutôt sur un côté sensitif, et de très haut niveau également qui sont uniquement dans l'approche, on va dire, directive. Donc, ça, c'était pour valoriser, et forcément, il n'y a pas pour moi de profil type. J'ai peut-être en tout cas une facilité à discuter, à profiter du retour des athlètes, mais pour moi, il n'y a pas un profil type pour être champion. Donc, je pense que c'était important de valoriser et pas de dire qu'il y en avait un meilleur que l'autre.
Et ensuite, à partir de là, j'ai voulu aller plus loin. J'ai enclenché une sorte de rendez-vous, de réunion individuelle. On est sorti de ce cadre collectif pour revenir sur quelque chose de plus précis. Et afin de partager, je pense qu'on n'était pas, à ce moment-là, on n'avait pas partagé notre vision. Moi, je ressentais l'athlète comme ça. L'athlète, lui, n'avait pas forcément une position claire sur sa personnalité. Donc, je pense que c'était un moment important pour clarifier ma vision que j'avais de l'un et l'autre et pour en discuter. Et ça m'a permis d'aller encore plus loin dans leur profil. Comme tout athlète et surtout un décathlonien, on a des points forts, on a des points faibles. Et j'ai pris ça dans le sens, peut-être que le sensitif, son point fort, c'est la sensation, mais d'apprendre d'aller se nourrir aussi d'approches directives, ça peut être une source de progrès pour lui, dans le sens où on connaît en grand championnat, il y a des tensions, des fois les athlètes peuvent manquer de lucidité, donc c'est des moments où le coach doit être capable de reprendre la main, imposer de nouveau des choses, et c'est important de savoir switcher, de basculer d'une forme de coaching à un autre. Et inversement pour le sensitif, de dire, OK, pour le directif, de dire, voilà, ton profil, il est comme ça, il faut c'est pas dans le sens de l'accepter, c'est ta façon privilégiée de progresser, de communiquer. Oui, on peut aller vers quelque chose de plus sensitif, qui me permettrait de ressentir un peu plus ton vécu, de te faire progresser dans ta capacité d'innover sur les grands championnats, en tout cas de trouver des solutions sur le moment, parce que l'athlète reste face à lui-même lors de l'échéance. Donc, voilà, j'ai voulu profiter de ce moment-là pour clarifier les positions et aussi les compléter et les valoriser. Donc, c'était voilà, le cas que je voulais vous présenter. C'est parti d'une situation individuelle dans un cadre collectif et qui m'a permis de clarifier le profil de chacun, mais aussi ma façon de coacher qui était nécessaire de présenter. Ouais, une petite question. Comment on fait pour repérer que quelqu'un est plutôt sensitif là ou plutôt de ça? Comment c'est là où je pense que je peux aller encore plus loin. Dans l'idéal, on a deux psychologues ici, et je pense qu'il serait mieux adapté que moi pour le définir. Je pense que c'est une étape supérieure pour vraiment bien définir les profils de chacun. Là, j'ai parlé de sensitif, on va dire démocratique, directif. Après, les profils sont très, très variés. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être à 3, entraîneurs, athlètes, psychologues, pour vraiment clarifier les choses. Après, voilà, sur le terrain, je ne pense pas me tromper de trop. C'est, par exemple, l'athlète sensitif, on l'a vu avec... je l'ai entendu tout à l'heure avec Magali, je la ressens comme ça, c'est quelqu'un qui exprime avant tout son besoin, dans le premier contact, c'est souvent l'athlète qui va parler, alors qu'un directif, le premier contact, c'est souvent le coach qui va parler. Voilà, c'est peut-être un petit exemple tout bête, mais ça se fait comme ça. Okay. Oui, sur le chat, il y a une réaction justement sur la notion, par exemple, d'un kinesthésique, d'un profil kinesthésique qui pourrait se sentir agressé justement par une intonation sur l'auditif. Et donc, effectivement, en fonction de là où on rentre, tu parles de profil, mais moi, j'entrerais plus par rapport au contexte, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une façon d'être, mais est-ce que cette façon, elle est différente aussi en fonction du contexte? Tu parlais là, c'est de l'entraînement. Est-ce qu'en compétition, sur toutes les mêmes choses, sur ces profils que tu as évoqués, ou est-ce que quand ils ne sont pas en confrontation, ils changent aussi? Quand ils sont en confrontation, puisque là, tu les as mis dans un système de confrontation, du coup, est-ce que... Et ma deuxième question, c'était, du coup, est-ce que tu t'autorises à les laisser verbaliser quand ils arrivent et ne rien dire?
J'essaye, mais on n'y arrive pas. À chaque fois, je me tais là et puis j'arrête. Oui, c'est essentiellement en fonction du contexte. C'est pour ça que j'essaye aussi d'élargir leur capacité à comment dire, j'aime bien moi, avoir ce spectre large le plus possible et s'adapter, avoir la réponse au juste milieu. C'est pour ça qu'un ultra kinesthésique, et ben, des fois, a trop s'écouter et justement, s'il y a une grande échéance en situation de stress, il a besoin du coach, il va avoir moins la capacité de l'entendre. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi de savoir entendre son coach et que le coach sache adapter sa façon de communiquer à un athlète. Donc, ça, c'est fait. Et, bon, j'avais pris l'exemple sur le record du monde de Kevin Mayer. On a 3 essais dans chaque épreuve. Par exemple, je prenais l'essai au saut en longueur et je me suis rendu compte après coup que dans mon coaching, le premier essai, j'avais été assez directif, alors que Kevin, c'est quelqu'un d'assez kinesthésique. Et à ce moment-là, j'avais été assez directif dans le sens où voilà, on fait ça, on pose un saut assez solide. Le deuxième, presque à l'opposé, je lui avais fait quelque chose de allez, c'est très libre, c'est toi qui as senti quelque chose, ok, on va aller dans ce sens-là. Et le troisième, on avait trouvé notre juste milieu et on avait trouvé ce que j'aime, le juste milieu qui a plutôt tendance à aller dans son sens, mais avec ce bon rapport, ce bon ratio. Et ça, c'est un bon exemple pour moi où il faut savoir être capable de tout faire et s'adapter. Et ce n'est pas parce qu'il y a un profil type qu'il faut rester dans celui-ci, il faut savoir varier de l'un à l'autre. Magali, est-ce que ce qu'a évoqué Bertrand résonne en toi sur une expérience ou un vécu, un témoignage? Oui, ben, complètement. Hein. Moi, je suis très kinesthésique, très, très sensible. Du coup, des fois, la relation avec l'entraîneur, ça peut être difficile. Un exemple en soi, là de suite, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que l'importance de bien communiquer avec l'entraîneur au quotidien pour optimiser la performance lorsque c'est les grandes échéances, c'est important. Et puis même en temps réel, quoi. Enfin, ça peut passer de l'un à l'autre en temps réel aussi, par moment. Il se peut qu'on... là, par exemple, au Championnat du Monde à Montpellier, récemment, j'avais un peu du mal à communiquer la veille avec mon entraîneur. On en a discuté le soir. Et le lendemain, ça a été totalement différent et les planètes se sont alignées et tout. Et c'était trop bien, quoi. Mais la veille, on était à l'ouest, quoi. Donc, ouais, c'est le fait de discuter bien avec l'entraîneur, de revenir sur ce qui n'a pas été ou ce qui va bien aussi et construire ensemble, en fait, chaque instant, en fait, je pense. Merci. Personnellement, la manière de catégoriser les sportifs, je suis plus dans ceux qui sentent et ceux qui pensent. C'est vrai qu'à l'intérieur de ceux qui pensent, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être drivés pour éviter justement de trop penser. Et c'est vrai après, quand on regarde de plus près, même ceux qui sentent les choses, donc les sensitifs, ils sont pas que ça, quoi. Et heureusement qu'à certains moments, ils peuvent prendre appui aussi sur leur représentation, sur leur pensée. Et à l'inverse, ceux qui pensent aussi sont de temps en temps sur les sensations. Même si dans ce sens-là, je trouve que c'est plus dur à lâcher. Parce que ceux qui pensent, en général, ils intellectualisent beaucoup, ils réfléchissent à tout. Et quand on sait que la performance est se lâcher, et donc se détacher de ses pensées pour pouvoir être le plus performant possible, c'est un peu compliqué. Voilà, je vais rajouter quelque chose. Oui, ça y est, excuse-moi Olivier. Par rapport à ce que tu disais, là, comment on repère les sportifs, comment ils sont? Il me semble que d'abord, c'est important que l'entraîneur qui va devoir repérer ces sportifs lui-même se pose la question, est-ce qu'il est plus sensitif ou dans ses pensées? Puisqu'en fonction du radar que lui peut être, il sera un meilleur radar pour les autres. Et du coup, en étant amené à se méfier de soi-même,
par rapport à ses propres sensations. Est-ce que ce qu'il sent de l'autre, est-ce que c'est son sentir à lui, ou est-ce que c'est une projection sur l'autre? Ça complexifie la relation. Oui, tu as évoqué aussi une notion sur la perception, c'est-à-dire que voilà, je l'ai perçu comme ça à ce moment-là. Ça m'interroge sur aussi comment le temps que tu prends à lire chacun d'eux sur leur état, mais pas forcément le fait qu'ils s'expriment, juste comment ils sont, comment ils bougent, comment ils sentent. Et si tu as une sensation, une perception, c'est du coup comment la questionner. Je pense que on peut, en tant qu'entraîneur, nous-mêmes déjà, on l'a entendu sur l'émotion, il se passe des choses en nous. Donc, ces choses-là, on les communique. Il ne faut pas croire qu'on ne les communique pas. Ça, c'est important de le savoir déjà. Et puis ensuite, ce que je lis chez l'autre, ce n'est pas forcément ce qui se passe vraiment en lui, c'est une idée que je me fais. Et donc, du coup, comment je peux faire sur un moment où moi, j'ai cette perception, comme tu dis, peut-être des fois, on va y aller directement et on va aller voir Émilie. Et puis, en fait, non. D'abord, on va le questionner pour voir vraiment ce qui se passe, parce que sinon, c'est seulement une perception. Et je ramène, en fait, un problème alors qu'il n'y en a pas, ou un stress, ou un mauvais moment de communication. Alors, donc ça me paraît important, je pense, à un moment donné, de se dire, c'est pour ça que peut-être ma question, elle était, quand je disais, est-ce que tu t'accordes à ce que le sportif vienne? C'est aussi ça, moi j'aime, par exemple, à l'arrivée d'une manche, avant qu'ils arrivent au bateau, c'est vraiment de les observer. Quand ils se posent, des fois, je ne dis rien. Ils prennent de l'eau, j'attends, je regarde et j'observe. Et puis, à des moments, il y en a qui parlent tout de suite. À des moments, il y en a qui s'expriment, qui sont soit en colère, soit heureux. Voilà. Et puis, à ce moment-là, j'agis sur là où il est et ce qu'il a envie de me dire à ce moment-là. Et puis, à d'autres moments, c'est moi qui parle directement. Parce que peut-être que là, il y a besoin d'être poussé. Donc, il n'y a pas de règle à ça. Et ça veut dire qu'il y a une lecture importante de ce que moi je ressens, de ce que l'autre ressent et comment on le vérifie. Ça me paraît assez important dans ce cas-là, en tout cas, ça me parle. Vas-y. Ouais, pour réagir, une réflexion, après, ça m'a fait réagir à autre chose. Moi, je pense à quelqu'un de plutôt sensitif, en tout cas qui a besoin d'athlètes plutôt sensitifs. Et mon expérience avec un athlète comme, je parle de Kevin, Kevin Mayer, qui est ultra sensitif, je me suis dit, c'est peut-être la solution pour être champion. Et j'ai eu d'autres athlètes où je me suis dit à un moment, allez, tout le monde dans le même paquet. Et c'est là que j'ai fait mes essais-erreurs aussi. Voilà, ma tendance, c'est plutôt de les emmener vers la sensation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'adapte à chacun. Donc, par mon profil et par mon expérience, après, j'ai fait évoluer les choses. Et maintenant, j'y vais un petit peu plus à tâtons, à faire progresser, à y aller progressivement et pas chercher à révolutionner les personnes. Oui, moi, je voulais juste, quand tu parles en fait de la directivité et de la sensitivité, parce que ce sont deux choses qui ont rien à voir. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas la question de l'autonomie aussi? Est-ce que tu as des athlètes plus ou moins autonomes, ce qui entraîne chez toi un fonctionnement plus ou moins directif? C'est vrai qu'on pourrait faire le lien. Après, mes mots sont peut-être pas forcément adaptés kinesthésique directif, mais c'est plus dans le sens où le kinesthésique, souvent la solution, elle découle de lui-même et que, à l'opposé, que la solution soit apportée plutôt par le coach. Là, c'était cette présentation-là. Donc, on peut faire le rapport avec l'autonomie. Donc, oui, certains sont plus autonomes, plus capables de s'exprimer par eux-mêmes en compétition et c'est souvent des athlètes plus innovants dans ce qu'ils font, alors que à l'opposé, ils sont plus conduits, plus accompagnés dans leur pratique. Olivier, je ne sais pas si c'est. Moi, il y a une question qui m'est venue en fait. C'est quand tu as parlé notamment du premier saut, du deuxième saut, du troisième saut. Celui-là, on le fait dans une posture particulière à ce moment-là, plutôt directement. Deuxième, c'était plutôt
vas-y, fais-toi plaisir, Moko, et ensuite, on trouve un juste milieu. Et donc, ça m'a évoqué à ce moment-là la question de l'intention de l'entraîneur, reliée avec une modalité d'intervention et donc une façon d'intervenir, et l'intention derrière, ce que je veux générer, ou selon l'état que je perçois chez le sportif. Voilà, ça m'a questionné là-dessus. Et donc, au-delà de dire c'est un mode de communication, est-ce qu'il n'y a pas des intentions d'entraîneur derrière? Ça, c'était pas volontaire déjà. C'est plutôt une analyse après coup qui m'a permis de me rendre compte de ça. Après, c'était suite à plutôt un échec, justement, à vouloir donner trop la main, trop libérer l'athlète. J'avais vraiment la main en tant qu'entraîneur et de cette capacité à corriger en cas de besoin. Donc, oui, la libre expression d'un athlète, pour moi, elle est forcément essentielle. Mais c'est toujours le risque à trop de liberté. Après, il n'y a plus trop de contrôle. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'avais cherché à rectifier le tir et d'essayer de recalibrer un peu les choses. Alors, ce n'était pas directif, et ça, mais en tout cas, et en plus, c'est une analyse après. Mais en tout cas, ça a été dans les intentions, quoi. Oui, c'est. J'ai une intention particulière, je veux le rassurer, je veux le. Oui, c'était pour. Challenger. Oui, alors nous, en décathlon, on parle souvent sur 3 essais, safe, good, risky. Donc le safe, c'est assez carré, le good, c'est on lâche un petit peu, et risqué, bon, là j'ai fait safe, risky, and good. Voilà. Merci. Ce que vous dites, moi, ça me fait penser au temps. Tu as évoqué le temps tout à l'heure, Fabien. Il y a le temps d'entraînement où on apprend à se connaître. L'entraîneur qui se connaît aussi lui-même, est-ce que je suis un affectif, un sensitif, etc. C'est aussi important. Et c'est aussi le temps où on va, avec ces athlètes, déterminer les différents types de communication. Et quand je parle du temps-là, c'est que derrière, il y aura le temps de la compétition. Là, le moment pour discuter avec son athlète, toi, tu as utilisé les codes, le good, le safe, le risqué, c'est aussi un code peut-être que tu peux mettre avec ton athlète sur le peu de temps que tu as à la compétition pour passer ce message-là. Et donc, le fait de bien le connaître, de bien se connaître, c'est aussi utiliser les bons codes dans le temps très restreint qu'on a pour passer le bon message au moment de la compétition, parce qu'on s'entraîne pour ça. Et ce que tu as dit tout à l'heure, Magali, sur un jour à l'entraînement, ça ne le faisait pas très très bien, on a discuté, ce qui pour moi faisait aussi partie d'un temps d'entraînement, peut-être un peu un entraînement invisible qu'on a bien évoqué, autrement que être sur le terrain. Mais ce moment-là était capital parce que le lendemain, on s'est retrouvé à bien se comprendre et être dans le bon, en phase, quoi. Et ces temps-là, ils sont hyper importants pour les entraîneurs, en tout cas, à bien les différencier pour pouvoir être efficaces. Une réponse au chat? Non, c'est d'accord. Je vais juste rebondir sur les différents propos, mais notamment ceux de Philippe par rapport aux différents profils, surtout de l'entraîneur, hein, par aussi de ce côté sensitif ou directif. Et c'est en fonction, je pense, de l'expérience coach. Moi, j'étais, je pense, différent il y a 25 ans. Le côté sensitif peut-être plus dominant, le côté directif. Je n'aimais pas trop cette manière de faire, en tout cas cette posture. Et ça s'est transformé avec le temps, je pense, avec l'expérience et puis les retours avec les joueurs et les équipes finalement. Et je dirais même avec le type de public, parce que j'ai eu la chance d'entraîner les moins de 12 ans au niveau national, des seniors et des féminines depuis 2 ans. Et je sens que ma personnalité s'exprime différemment aussi, mon côté plutôt sensitif, justement avec les filles depuis 2 ans. Ça vient naturellement et le côté directif un peu moins finalement. Alors qu'avec les garçons, j'ai cette impression. Là, c'est mon impression. Ce côté directif que je n'ai pas naturellement. Et je me l'impose en fait. Alors, c'est peut-être une image aussi qu'on renvoie. Mais avec du recul, maintenant, je me dis qu'on parle différemment. Donc, peut-être l'expérience fait qu'on joue avec ces différentes facettes de la personnalité du coach. Moi, je crois que c'est, alors je ne dirais pas dans la panoplie du coach, de revêtir ces différents aspects, ces différentes facettes, c'est important. Il y en a qui ne peuvent pas et qui, d'ailleurs, ne peuvent coacher qu'un certain type de sportif ou un certain type d'équipe. Mais on voit d'autres personnalités d'entraîneurs qui arrivent à revêtir, suivant le sportif qu'il a en face lui ou l'équipe,
autoritaire, démocratique, participatif, co-constructif, à bon escient. Et ça fait partie il y a une certaine panoplie de certains entraîneurs. Donc, il y avait Sylvain qui je reviens juste à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que quand tu parlais au kinesthésique, lui, j'avais senti une agression par rapport à l'objectif. Et est-ce que, par contre, ce sportif-là, en France, est-ce que lui, il s'est senti agressé? Est-ce que toi, tu as mesuré la portée de ton message? Alors, sur le contenu, oui, on en parlait déjà, mais sur le non-verbal, par exemple, ou sur l'intonation que tu peux donner, ce qui revient sur une autre question qui est apparue, c'est est-ce que tu utilises des outils pour mesurer, toi, la portée des interventions sur ce plan? Et ensuite, comment tu mesures l'impact que ça a effectivement sur le ressenti des soins? Des outils, je ne pense pas en avoir. Après, cerner les athlètes, je pense qu'on apprend à connaître les athlètes, à avoir des réactions, mais c'est que du terrain pour l'instant, malheureusement. Après, cette expérience m'a énormément apporté. Je sais que ça a été un tournant dans ma façon de coacher, justement, parce que c'est vraiment une agression pour les deux. C'est le kinesthésique qui ne comprend pas du tout que je puisse coacher quelqu'un d'une telle manière. Ouais. Le second, lui, c'est véritablement senti agressé. Parce qu'on disait que oui, avoir ce besoin aussi. Je l'ai compris et senti. Après, c'est aussi c'est pour ça que je pense qu'il était nécessaire d'avoir une discussion et une clarification sur ça, parce que c'est des moments qui vont forcément arriver. Il y a d'autres situations d'entraînement. Après, isoler, ce serait la solution de facilité, mais c'est impossible d'isoler tous les athlètes à tout moment, de faire du tête-à-tête à chaque moment. Donc, c'est pour ça que je pense que mon seul moyen à ce moment-là, c'était vraiment de clarifier les choses et que chacun cerne vraiment son propre profil, parce que c'est pas forcément évident à chacun d'estimer sa façon privilégiée de communication. Un des outils, ça pourrait être ce que tu es en train de dire, et ce qu'a évoqué Magali, c'est que lorsqu'il y a un ressenti, que ce soit de la part de l'entraîneur ou de l'athlète, qui ait cette possibilité de verbaliser ça ensemble et de co-construire, comme le disait Pierre, la suite, en fait. Et donc, on revient aussi, le deuxième outil, ce serait le temps. C'est ce que tu évoquais également. Et donc, il y a la notion d'apprendre de l'autre, mieux connaître l'autre, mieux se connaître soi-même. Et à partir du moment où c'est tout le temps partagé et qu'il y a cette synergie, on apprend de l'autre, j'apprends de moi, et puis on se construit ensemble, l'un comme l'autre, dans nos postures différentes. Mais à rajouter dans le temps, il y a forcément l'évolution, parce que j'ai eu des athlètes qui sont arrivés gamins à 15-16 ans où j'étais peut-être plus directif, qui ont évolué dans leur personnalité, compris de l'expérience. Et il a fallu que j'évolue ma façon de leur parler. Et ça, pareil, ça va dans les deux sens. Donc, c'est une constante évolution par la situation, par le contexte, par l'enjeu, et une évolution aussi par la carrière de l'athlète, l'expérience qu'il prend, où là, forcément, on évolue dans notre relation. Il y avait Magali, je crois. Magali. Alors, Magali, vas-y. Je voulais juste rajouter autre chose. Donc, il y a la relation entraîneur-entraîné, mais aussi, par exemple, dans le BMX freestyle, c'est assez familial. Et la relation avec le groupe de l'équipe de France, par exemple, ou aussi avec le public qui est très proche du parc. Et ça peut être aussi déterminant, la communication avec le public ou le groupe. Et dans un sport individuel, et d'être sensitive, moi, j'aime beaucoup la notion de groupe. Et dans le sport individuel, avoir un état d'esprit d'équipe, moi, ça me touche beaucoup et ça peut me faire basculer dans le positif. Je voulais rajouter ce détail. Et le manager, il nous dit souvent l'individu pour le groupe et le groupe pour l'individu. Et ça, il le dit assez souvent. Et je pense qu'après, ça a un impact sur le groupe en général. Et ensuite, après, la relation entraîneur-entraîné avec l'entraîneur. Et du coup, Magali, qu'est-ce que toi te parle
pour justement sentir le groupe? Qu'est-ce qui te permet, toi, de créer ce lien avec ce groupe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle plus dans ton histoire, bien sûr? Alors, moi, je dirais que c'est surtout sur l'empathie. Je ressens beaucoup les personnes et ça m'impacte beaucoup. Et, et ben, quand on m'encourage, ça me booste à fond, quoi. Moi, je voudrais profiter de cet exemple-là où, dans un sport individuel, hein, comme le BMX freestyle, et je vais prendre en fait une expérience opposée où, dans un sport, le canoë slalom, on arrivait vous allez voir, une extrême de non-communication entre les pagayeurs quand la concurrence est extrême pour le plus haut niveau et où il n'y a qu'une place. Notamment, je prendrai l'exemple de Tony Estanguet et Patrice Estanguet. En 2000, j'entraînais donc toute une catégorie. Il y avait un seul entraîneur pour les 400 bateaux qui étaient de niveau mondial. Et il n'y avait qu'une seule place, notamment pour les Jeux Olympiques, sur une course de sélection. Et les deux frères donc, jouaient cette place. Et les frères ne communiquaient pas depuis un certain nombre de mois. Et on en était arrivé à avoir des temps clos avec chacun d'entre eux. J'avais des temps clos avec chacun d'entre eux parce que par secret de trajectoire, secret, ayant peur que les uns copient les autres, l'un copie l'autre, on en a été arrivé à avoir deux fonctionnements séparés, des fonctionnements complètement autonomes, des temps clos et les temps, on va dire, communs et ouverts, c'était uniquement consacré à la logistique, à l'organisation, puisque là, il fallait bien qu'ils entendent au même moment tout ce qui allait se mettre en place. Mais dès qu'on touchait à la communication individuelle, c'était des temps clos vraiment fermés, et notamment quand, entre deux manches de slalom, le temps est vraiment limité, les temps clos étaient même chronométrés, parce qu'ils savaient que s'ils passaient plus de temps avec l'un, ça allait gréver le temps de l'autre, et donc j'étais obligé de chronométrer les temps clos pour que chacun, en termes d'égalité, soit dans les mêmes normes. Donc là, on arrive à une extrême, on va dire, par rapport à la mutualisation et par rapport à la communication, à l'esprit, à la dynamique de groupe, on arrive à quelque chose de complètement séparé, où là, on n'est plus, surtout pas entendre ce que l'entraîneur dit à l'autre, et je ne veux pas entendre, et je ne veux pas qu'il entende ce que tu me dis, etc. Et bon, c'était une phase, hein, ça n'a pas duré, mais pendant cette année de Sydney 2000, ça a été dans cette situation-là. Tony gagne le titre. Il avait un autre équipier, donc Emmanuel Brupin, qui fait 4e. Au moment des Jeux, ça a été exactement dans la même situation. Voilà. La parole pour quelqu'un. Oui. Ouais, ça, tu la demandes depuis tout à l'heure. Oui, je peux rebondir. Je trouve que dans ton exemple que tu as et les exemples qu'on a pu citer, c'est le rôle d'acteur que l'on joue aussi en tant que coach par rapport à la situation que l'on vit. Tu dis la scène, d'ailleurs, je me sens meilleur 20 ans au bout de 20 ans. Moi, je me sens meilleur acteur au bout de 20 ans, je laisse un petit peu moins les émotions, on va dire, et j'arrive un petit peu mieux à les gérer pour justement jouer ce deuxième mois, ce rôle d'acteur pour passer un message. Et le comportement que l'on a, la façon d'élever la voix ou pas d'élever la voix, de s'adresser à une personne, de s'adresser à un groupe, de vouloir faire de la communication directe ou indirecte, ça fait partie de notre panoplie, de boîte à outils d'entraîneur, d'être capable de jouer des rôles pour passer des messages. Et je trouve que ça, je trouve quelque chose qui est de plus en plus important. On a des contenus techniques, tactiques, etc. Et la façon de les passer, ça donne du poids encore plus à son message. Ça a dû être terrible, je ne sais pas, Pierre, jouer ce rôle-là de chronométrer les temps avec des athlètes. Quelque part, surtout que moi, j'étais dans la sensation, dans la mutualisation. Et puis, il y a beaucoup d'échanges. On navigue sur la même portion de 200 mètres de rivière. On est tout le temps ensemble. Et arriver à ces extrêmes-là, c'est très difficile. Mais c'était co-construit, en plus, avec les deux frères. Et on s'était entendu pour prendre ce mode de fonctionnement qui me paraissait le meilleur, même si on perdait de la mutualisation, de la confrontation, de la concurrence. Peut-être à l'encontre même de ta nature personnelle, de ta nature. Absolument. Et voilà, ça aussi mais il faut être capable de surmonter ce frein
qui est naturel, mais je pense que c'était à la fin de ma carrière d'entraîneur. Et en début de carrière, je ne sais pas si j'aurais été capable émotionnellement de pouvoir le vivre, puisque c'était vraiment contraire à mon fonctionnement. C'est pour ça que quand Thierry Saïdi, là, sur le chat, il dit porteur d'eau, tacticien, technicien, routier, et tout le reste, et routier, et chauffeur, et tout le reste, quoi. Et cuisinier, pourquoi pas. Ça peut faire partie de la, et ça fait partie de la perf. Ok, on peut conclure. Oui. Alors. Donc on peut conclure donc avec les diapos. Okay. Donc pour conclure et pour revenir sur les problématiques de dynamique de groupe, donc on a vu avec le cas que présentait la scène cette nécessité d'avoir deux niveaux de communication, la communication en groupe et la communication individuelle. Et dans la situation que rencontre Bertrand, ce qui se passe en fait, c'est que l'individualisation qu'il propose, en fait, elle vient compliquer la dynamique du groupe. Et en particulier, elle vient perturber le sentiment d'équité. Alors là, dès qu'on touche au sentiment d'équité dans le groupe, c'est la catastrophe. Ça a des conséquences terribles. Et donc, la remédiation que Bertrand propose, c'est d'abord d'expliciter mieux, donc prendre ce temps pour reposer le pourquoi du comment. Et ça marche toujours très bien, y compris pour poser les règles, pourquoi on s'occupe de telle manière de telle personne, pourquoi telle personne a telle opportunité et pas l'autre. Enfin, toutes ces choses-là, c'est très important de les poser pour construire un sentiment d'équité dans le groupe. Et l'autre aspect qui est important, c'est qu'il prend le temps de valoriser les différences. Et ça aussi, c'est une clé dans les fonctionnements de groupe, d'avoir cette capacité de dire on est tous différents, on apporte tous quelque chose de différent. Et en tant qu'entraîneur, on est un leader des valeurs, on va dire. Et quand on s'exprime là-dessus, on pose ces valeurs-là comme un bon fonctionnement dans le groupe. Et ça, c'est une clé et ça fonctionne très bien. Et si vous voulez en savoir plus, donc, il y a le dernier numéro des Memento qui traite de la communication en groupe et on vous conseille d'aller le lire. Je crois qu'il y a une question là qui vient d'arriver. Oui, il y a une question et une notion de temps. Je rebondis dessus vite fait sur la bonne communication, prendre du temps. Effectivement, on peut penser qu'on va perdre, mais finalement, on va gagner. Donc, merci à Thierry. Et puis ensuite, Olivier qui nous dit, effectivement, est-ce qu'on se sert d'outils d'évaluation de la personnalité pour affiner justement notre communication avec les athlètes ou alors est-ce qu'on est intuitif? Voilà, c'est sa question. Ou les deux, bien sûr. Pour répondre, moi, je veux bien te répondre, Olivier. Écoute, moi-même, je me suis formé. Je pense que ce qu'on a entendu au travers de chacun, c'est l'expérience m'a permis de mieux me connaître. Deux, je me suis formé, reformé, encore formé pour continuer à mieux me connaître et mieux agir et à avoir les outils. Donc, aujourd'hui, j'utilise des outils, effectivement, liés à... Alors, c'est plutôt la personnalité des profils. J'utilise en ce moment, par exemple, le Spotlight, que je trouve très bien, parce que c'est des profils plutôt de performance. C'est plutôt des préférences de performance qu'un profil. Un profil, ça peut enfermer quelqu'un dans une case. Donc je trouve ça un peu dangereux comme terme. En tout cas, il me dérange, ce terme. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais déjà évoqué au préalable. Donc, oui, beaucoup d'outils. Beaucoup d'outils dans la communication et d'évaluation. Enfin, les tests de profilage, et comme tu le dis, il faut vraiment faire attention, notamment quand on communique aux sportifs, pour pas qu'ils se disent moi je suis introverti, je suis introverti, et puis je m'en sortirai jamais, alors que ça met les gens, ça risque de mettre. D'ailleurs, tous les outils de profil sont à proscrire pour les gens. Voilà. Donc, il y a bien sûr qu'il y a des tests qui sont très performants, mais à prendre aussi avec le recul, à bien présenter et soi-même à les utiliser avec personne. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions. Donc, on va conclure ce webinaire, ce deuxième. J'espère que ceux qui l'ont suivi ont été satisfaits. On a répondu dans la mesure de notre possibilité aux questions qui étaient posées.
il sera toujours possible de consulter le replay qui sera mis en ligne très prochainement sur la plateforme de par nos collègues techniciens. Vous pourrez aussi renseigner le questionnaire de satisfaction pour nous faire progresser pour le 3e webinaire qui sûrement aura lieu à l'automne. Donc, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction. Ça nous a fait progresser. Vous avez vu qu'on n'a pris que 2 seuls cas. On a été beaucoup plus loin sur chaque cas. Donc, on tient compte de vos remarques. Il y avait, et je remercie Magali, une athlète de haut niveau, qui a bien voulu passer du temps avec nous. On peut la remercier. Ces témoignages sont vraiment précieux pour nous. Vous avez donc bien sûr la possibilité d'acheter, comme le montrait Julie, le format papier en allant sur la boutique du site internet du CREPS, ou pour ceux qui ont la chance d'être sur le RNSPF, de pouvoir les télécharger directement. Donc je remercie déjà tous ceux qui ont participé. Merci messieurs, merci mesdames. On se retrouve à l'automne, j'espère, pour un prochain webinaire. Et puis, bonne soirée, bonnes vacances, avec ou sans masque, avec, j'espère, la Covid qui va s'éloigner. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Magali. Merci Thierry. Bonjour Manu. Salut Thierry.